viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Un nouveau jour se lève. Bonjour et bienvenue sur ESAE Télévision. Dans Fonasouba de ce jour, décès d'un agriculteur après un incident avec un éléphant à Tchaourou. 8e jour, des obsèques de Fariatou, Oroubaré, famille, proches et autorités soutiennent Rachidi Gbadamassi. Au Burkina Faso, le gouvernement annonce la création d'une nouvelle réserve militaire pour défendre la patrie. Dans l'actualité sportive de ce matin, les Amazones handballeuses remportent le premier championnat d'Afrique senior des nations de beach handball à Lomé. Coton Football Club conserve la tête du championnat après le nul face au Buffle du Borgou. Les Amazones U20 ont rallié Abidjan pour le compte du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 Pologne 2026. Après Boulou Info et le sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Bienfait de l'eau froide après 45 ans sera abordé dans cette rubrique dans l'artiste du jour de ce matin. Petit Miguelito est l'artiste avec lequel Elvic nous vient ce jour. Et pour boucler avec l'émission matinale, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants ce matin. L'échange tourne autour de la désactivation, de la confirmation de lecture de WhatsApp, liberté numérique ou impolitesse moderne. Voilà l'essentiel à retenir pour Fonasouba de ce matin. Boulou Info et le sport, c'est après ceci. Décès d'un agriculteur après un incident avec un éléphant à Tchaourou. Boulou Info. C'est avec vous, héroïne Papalam. Bonjour. Moudi Lavani, bonjour. Amis de l'ESAE Télévision, bonjour à tous et bienvenue dans Boulou Info de ce mardi. Un agriculteur a perdu la vie ce dimanche 26 avril 2026 dans l'arrondissement de Tchatchou, commune de Tchaourou, à la suite d'un incident impliquant un éléphant signalé dans la zone. L'information est rapportée par le média 24 heures au Bénin qui précise que le drame s'est produit après l'approche des riverains de l'animal. L'éléphant a été aperçu dans la matinée dans la localité de Lafia-Boudo, provoquant un attroupement d'habitants. C'est à ce moment que l'agriculteur a été ciblé par l'animal. Le média indique que le choc subi était d'une extrême violence. Les forces de sécurité et les agents des eaux et forêts sont intervenus pour sécuriser les lieux. Des mesures sont en cours afin d'organiser le transfert de l'animal dans une zone forestière plus adaptée. À Parakou, une grande mobilisation a eu lieu ce samedi 25 avril 2026 autour des familles Gbadamassi et Baré. La cérémonie du 8e jour d'Asia Faria Oru Baré, épouse Rachidi Gbadamassi, s'est tenue à la grande mosquée de Yebouberi en présence de nombreuses personnalités et d'une population fortement mobilisée.
Mouidi Lawani et Elvi Kongbetoro pour le reportage. Ce samedi 25 avril 2026, la grande mosquée de Yobouberi à Parakou a accueilli une foule nombreuse. Tous sont venus prendre part à la cérémonie du 8e jour d'Asia Fariat Ouroubaré, épouse du ministre conseiller Rachini Badamassi, décédée le 17 avril dernier au CHUD Borgou Alibori des suites d'une courte maladie. Dans une ambiance de prière et de recueillement, plusieurs personnalités de premier plan ont effectué le déplacement, notamment la vice-présidente de la République, Mariam Chabitalata, le ministre Alassane Seydou, ainsi que le vice-président de l'Assemblée nationale, Barthélémy Kassa. Pourquoi maintenant on pensait que c'était le temps de la moisson, où elle devait être conviée pour moissonner. Cependant, elle est partie là. Mais quel jour, un vendredi, à quelle heure? Aux environs de 16 heures, le dit-on. Tout le monde sait, pour un musulman, ce que le vendredi, 16 heures. Quand on lit toutes ces circonstances, on finit par penser que c'est Dieu qui l'a appelé. Du côté de la famille, l'émotion reste vive. Les proches évoquent une femme attentionnée, toujours présente pour les siens et dont l'absence laisse un grand vide. La famille pareil, nous sommes à 2%, qui nous a donné Asia Fariat. Et il a appelé quand il a voulu. Certes, elle était un des grands piliers de notre famille. Nous avons entendu sa famille politique dire qu'elle est un grand pilier. Mais nous pouvons vous assurer que dans sa famille biologique, elle est encore une grande pilier que ce que vous pensez. Amis et proches n'ont pas également manqué ce rendez-vous. Par leur présence, ils sont venus rendre un dernier hommage à la disparue. Nous sommes venus témoigner notre proximité, notre solidarité, notre compassion à notre ami, collègue, frère, le ministre Badamassi Rachidi. Comme vous le savez, c'est un moment de recueillement. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que toutes les prières qui sont dites ce jour puissent vraiment élever l'âme de la défunte et auprès de élever, j'allais dire, l'âme de la défunte dans son paradis Fridaus. C'était une infatigable combattante qui nous assistait, qui nous faisait avoir les victoires que nous autres nous connaissons en lumière. Elle est toujours restée artisan de ces victoires-là en amont. Et nous ne pouvons que prier pour elle et continuer par regretter sa disparition. C'est une grande dame, une femme qui est partie les âmes à la main. Et nous prions tout le monde, comme l'a souhaité les imams, les différentes autorités présentes à cette cérémonie, que son âme repose en paix. Au-delà des autorités, c'est toute une population qui s'est mobilisée pour accompagner les familles Badamassi et Barré dans cette douloureuse épreuve. Prières, témoignages et recueillements, cette cérémonie du 8e jour restera un moment de solidarité en mémoire d'une femme dont la présence continue de marquer les esprits et les cœurs. À Parakou, l'UNICEF et l'Institut français ont réuni des lycéennes autour de Doué, un film né à Lokossa et porté par la voix de 12 adolescentes béninoises. À travers des regards croisés, ces jeunes filles racontent sans filtre leur réalité entre défis, rêves et aspirations. Bien plus qu'une projection, cette initiative se veut un espace d'expression et de sensibilisation pour donner toute leur place aux adolescentes dans la société. Suivez le reportage avec Mouidi Lawani et Elvi Kongbetoro. L'UNICEF, en collaboration avec l'Institut français de Parakou, a organisé au lycée des jeunes filles de Parakou la diffusion de Doué, un film issu d'un atelier de création à Lokossa. À travers ce projet, 12 adolescentes venues de différentes régions du Bénin livrent avec authenticité leur réalité quotidienne. Ce film, construit autour de regards croisés, aborde des thématiques telles que l'éducation, les défis sociaux, les rêves et les aspirations des jeunes filles. Une narration simple mais percutante portée par celles qui vivent ces réalités. Ce projet n'est pas un acte isolé.
Il s'inscrit dans l'engagement profond et constant de l'UNICEF, qui, comme vous le savez, est l'agence des Nations Unies mandatée justement pour les questions des droits des enfants. Donc il s'agit donc de notre engagement constant en faveur des droits des filles, et au premier rang de ces droits, nous avons le droit à l'éducation. À travers Doué, ces jeunes filles-là ont choisi de mettre en lumière des défis, mais aussi de porter un message d'espoir et de plaidoyer sur l'importance du maintien des filles à l'école. Elles nous rappellent que chaque fille a le droit de rêver, d'apprendre, de s'exprimer et de choisir son avenir. Au-delà du film, c'est un appel à maintenir l'investissement dans l'éducation des filles. Toutes les filles méritent de rester à l'école. Ne laissez personne réduire vos ambitions. Apprenez avec curiosité. Osez vous exprimer. Entreprenez. Du côté de l'administration du lycée des jeunes filles de Parakou, l'accueil de cette projection est perçu comme une opportunité éducative. Chers élèves, n'attendez pas d'être adultes pour devenir des leaders. Cherchez à être responsable dans vos études, participez activement en classe, respectez les autres, prendre des initiatives, même petites. Je vous invite donc à croire en vous, à rêver grand, à travailler pour réaliser vos ambitions. Le monde a besoin de femmes fortes, intelligentes et engagées. Vous êtes là pour prendre la relève. Partenaire de l'événement, l'Institut français de Parakou juge social la portée du projet qui mise sur les jeunes filles. La nation béninoise ne saurait se construire sans l'apport des femmes. Et pour avoir des femmes autonomes, c'est dans les filles qu'il faut développer le leadership. C'est en ces filles qu'il faut inscrire les bases de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et c'est à juste titre que nous n'avons ménagé aucun effort pour nous associer, accompagner, afin que ce rêve de l'UNICEF soit une réalité ici à Parakou. Les réactions des lycéennes ne se sont pas fait attendre. Plusieurs d'entre elles ont partagé leurs ressentis à la fin de la projection. Toute fille a droit d'aller à l'école. Déjà qu'elle est un être humain, elle a droit à l'éducation. Parce qu'elle aussi, elle peut participer au développement du monde, au développement de sa communauté. Elle peut faire beaucoup de choses. Une femme n'est pas faite pour être seulement au foyer. Une femme est faite pour participer au développement de son entourage. Celles ou ceux qui ont le droit d'aller à l'école n'ont qu'à en profiter et n'ont qu'à aussi encourager ceux qui n'ont pas le droit d'aller à l'école et d'écrire des lettres administratives à leurs parents ou de leur montrer l'importance d'aller à l'école afin qu'ils puissent les soutenir dans tous les cas, même s'ils n'ont pas les moyens. Aller des ONG à ONG pour chercher d'aide afin d'envoyer leurs filles à l'école. Car chaque fille doit construire un avenir meilleur. Chaque capsule m'a marqué, ce film était très intéressant. J'aimerais bien que ces genres de films ou capsules parcourent, peu importe les villages du Bénin entier, pour que chaque fille ou chaque être humain voit ce que d'autres subissent dans les communautés, dans les régions et même dans les départements. À travers cette projection, Doué dépasse le cadre du simple film pour devenir un véritable outil de sensibilisation et d'expression. Une initiative qui rappelle l'importance de donner la parole aux jeunes, en particulier aux adolescentes, afin qu'elles puissent participer activement à la construction de leur avenir. Hors de nos frontières, le ministre burkinabé de la Guerre, Célestin Simporé, a présenté en Conseil des ministres vendredi dernier un projet de loi pour la constitution d'une réserve militaire. Selon le ministre, le texte prévoit le recrutement et la formation de 100 000 réservistes d'ici la fin de l'année 2026 dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes. Selon le projet, cette réserve sera constituée de 2 catégories de combattants. Le premier groupe sera composé de personnels disposant déjà d'expérience militaire immédiatement mobilisables. Le deuxième de citoyens appelés à être formés en vue de renforcer progressivement les capacités de défense.
Enfin, le président burundais, Évariste Ndayishimiye, a été investi candidat de son parti, le CNDD-FDD, en vue de l'élection présidentielle prévue en 2027. L'annonce a été faite à travers un message publié autant pour moi sur la plateforme X sans que la date précise du scrutin ne soit communiquée. Âgé de 57 ans, Évariste Ndayishimiye dirige le Burundi depuis 2020 après avoir succédé à l'ancien président Pierre Nkurunziza. Réagissant à son investiture, il a exprimé sa gratitude envers les membres de son parti autant pour moi pour la confiance renouvelée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à demain. Merci à vous également, Héroïne Papanama, pour Boulot Info de ce matin, internaute des Arts et Télévision. À présent, on va suivre l'actualité sportive avec Jean Arclé. Les Amazones handballeuses du Bénin remportent le premier championnat d'Afrique senior des nations de beach handball à Lomé. L'actualité sportive, c'est avec vous, Jean Arclé. Bonjour. Medine Lamani, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans une finale pleine de tensions face au Togo, les Amazones handballeuses ont puisé dans leur dernière force pour arracher la victoire aux Togolaises en remportant le premier championnat d'Afrique senior des nations de beach handball. Les Amazones du Bénin sont championnes d'Afrique. Ainsi, le Bénin chez les dames et la Tunisie chez les hommes décrochent leur qualification pour le prochain championnat du monde de beach handball 2026 en Croatie. Une performance remarquable qui récompense leur parcours lors de la première édition du championnat d'Afrique des nations de beach handball à Lomé. En déplacement à Tchaourou pour le compte de la 26e journée de la Certis Ligue 1, Coton Football Club a dû se contenter du partage des points face au BIF du Bagou sur un score nul 0-0. Dans une rencontre globalement fermée, les deux formations n'ont pas réussi à faire la différence, se neutralisant au terme des 90 minutes. Suivez les impressions de l'entraîneur adjoint de Coton Football Club à la fin de la rencontre. Il est au micro de Samuel Adia. Il y a un dicton qui dit quand on n'est pas capable de gagner, il faut être capable de ne pas perdre. Et donc on a eu, comme vous dites, cette maîtrise au début. On n'a pas su saisir des opportunités parce qu'on avait une équipe très bonne défensivement en face, très robuste, très physique. Et donc derrière, le match a évolué dans un sens où c'est nous on concédait. Et je pense que ça a été notre force là sur ce point où on est resté solide et ça confirme tout simplement notre forme défensive du moment parce qu'on n'a que un match sur les 7 ou 8 derniers où on encaisse des buts, c'est contre l'ASPAC, une très belle équipe. Donc encore une fois, c'était une belle équipe, on s'attendait à une opération difficile à Parakou. Ils sont chez eux, c'est une belle équipe en forme qui a fait un très gros première partie de saison, un peu moins la deuxième, mais ça reste des joueurs de qualité, un très bon collectif. Donc bien évidemment que c'était un point difficile à prendre. On peut en être satisfait. Maintenant, quand on est leader et qu'on est Coton FC, on ne peut pas se contenter d'une chose. On doit se contenter de la victoire et remporter les matchs les plus importants parce que c'est ce qui va nous emmener vers le titre. On sait que dans les matchs comme ça, ce qui fait la différence, c'est les individualités. C'est-à-dire que qu'est-ce que les meilleurs joueurs individuellement sont capables de débloquer dans le match. C'est vrai qu'on a insisté sur ça avant, on a insisté sur ça à la mi-temps. C'est vrai que ça a manqué un peu. Et comme on dit, dans les grands matchs, on a les grands joueurs. Donc on a des grands joueurs, ils ont été bons, mais c'est vrai qu'on n'a pas su faire cette différence individuelle. Après une semaine de préparation à Lomé, les Amazones U20 du Bénin ont quitté la capitale togolaise ce lundi pour rallier Abidjan. La délégation béninoise va maintenant aborder la dernière ligne droite de leur préparation en vue d'affronter la Côte d'Ivoire le samedi 2 mai prochain au stade Alassane Ouattara de Bempé à 17h00. Cette rencontre compte pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 Pologne 2026. Enfin, la Fédération béninoise du football a dévoilé la liste des joueurs présélectionnés pour le regroupement des 28, 29 et 30 avril 2026. Une liste élargie qui met en lumière les talents du championnat local avec une forte représentation des clubs comme Subimap, Asbo ou encore Coton Football Club. Ce regroupement permettra au staff technique des Guépards U23 d'évaluer un vivier riche et compétitif dans l'optique des prochaines échéances. Plusieurs joueurs en forme du moment à l'image de Saïd Ngobi,
figure logiquement dans cette présélection. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sport de ce matin. Merci à vous, Jean Raclé, pour l'actualité sportive de ce matin. Le rassemblement des Guépa U23 est pour bientôt et la liste de sélection est sortie. On peut voir beaucoup de joueurs voilà, on peut voir beaucoup de joueurs du championnat de la Ligue 1 sur cette liste-là. Il y a également des joueurs qu'on espérait bien voir sur cette liste qu'on ne voit pas. Déjà, pour commencer, quel est votre commentaire, vous, Jean-Clé, sur cette sortie? Bon, globalement, selon moi, je pense que c'est la sélection, souvent, la convocation, souvent, ça se base sur il y a des critères donnés. Donc, je pense que, je ne veux pas dire qu'il y a un problème, mais avoir la réaction déjà des clubs, c'est sûr qu'ils ont un sentiment pour les joueurs, aussi ils réclament la présence de leurs joueurs. Donc, c'est logique qu'ils réclament aussi quand même. Et on voit aussi non seulement les joueurs de la Ligue 1, on a suivi les joueurs de la Ligue 2. Donc, on peut voir sur la liste des joueurs de Takouné, par exemple. Voilà, et aussi des Panthères de Djougou. Donc, je pense que sûrement, ils se sont comptés sur les critères individuels, selon moi, selon mes analyses. Si c'était vraiment des critères collectifs, je pense que directement, la AS Cotonou allait au moins gagner au moins 4 ou 4. Si on prend cette liste, Jacques, les plus grands absents sur cette liste sont les joueurs de Damissa. Si on voit ce que Damissa est en train de faire dans le championnat, si on voit la qualité, comme vous l'avez dit, individuelle de certains joueurs de Damissa, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Selon moi, je pense qu'il faut pour la fédération au moins une communiqué ou bien même pas une communiqué, mais le test pour montrer comment sélectionner les joueurs pour au moins éclairer. Quand on sélectionne des joueurs pour une sélection, quand on appelle des joueurs pour une sélection, je n'ai encore jamais vu quelque part où on donne des critères de sélection. Mais je pense que ça existe. Si ça existe, je pense que sélectionner un joueur, c'est un choix personnel. Non, pas que c'est personnel, c'est la fédération qui fait le choix. C'est la fédération qui sélectionne. Quand la fédération sélectionne, ça veut dire que la fédération suit peut-être les joueurs depuis au long du championnat. D'accord, on suit le joueur au long du championnat. On peut voir la présence de Prince Ricardo Dossou de Hasbro, par exemple, sur la liste. À chaque fois, on le convoque, à chaque fois, on l'appelle, on constate toujours son... La charnière offensive, est-ce qu'il n'y a pas mieux que Ricardo Dossou? Mais je pense que tout le monde n'a pas la même philosophie. Peut-être c'est la philosophie de la fédération, donc on n'a pas le choix de les suivre. Ils ne vont pas nous faire un mauvais choix. Donc je pense que peut-être c'est ce qu'il nous faut. C'est pourquoi ils ont fait cette sélection. Mais actuellement, avec la politique qui fait vraiment la politique maintenant, il faut que la fédération au moins dise quelque chose pour peut-être calmer les clubs qui réagissent aussi. Mais peut-être parce que les clubs aussi, ils ont raison d'avoir, par exemple, Damissa maintenant. Damissa aussi n'a pas encore sorti et communiqué comme les autres. Je ne pense pas que ça va arriver là-bas. Mais voilà, je pense que là, il faut au moins peut-être à la fédération de faire peut-être un test, de réviser peut-être un test où les sorties, les critères sur qui ils se sont basés pour... Ils ne vont pas sortir ça. Là, je pense que la sélection n'a pas droit à l'explication. On sélectionne un joueur, chaque coach sélectionne ceux-là qu'il pense mieux pour sa philosophie, comme vous l'avez dit. Merci à vous, Jean-Clé, pour l'actualité sportive de ce jour, internaute des AE Télévision, l'astuce santé. C'est avec Sylvie Dedeo. Les bienfaits de l'eau froide après 45 ans. L'astuce santé, c'est avec vous. Sylvie Dedeo, bonjour. Mouidi Lawani, bonjour. Internaute de ESAE Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. L'exposition à l'eau froide, douche, bain glacé, nage, agit comme un stress contrôlé sur le corps. Après 45 ans, elle peut apporter des bienfaits intéressants, mais doit être pratiquée progressivement et avec prudence. Les bienfaits. Amélioration de la circulation sanguine. Le froid provoque un resserrement des vaisseaux, appelé vasoconstriction, puis leur dilatation lors du réchauffement. Cela stimule la circulation, souvent moins efficace avec l'âge.
Effet boost immédiat. Le choc thermique active le système nerveux et libère de l'adrénaline. Résultat, sensation rapide d'énergie idéale le matin. Stimulation du métabolisme. Le corps doit produire de la chaleur pour se maintenir. Cela augmente légèrement la dépense énergétique appelée thermogenèse. Réduction des inflammations. Le froid est déjà utilisé en récupération sportive. Il peut aider à soulager douleurs musculaires et petites inflammations. Effet positif sur le mental. Les douches froides stimulent les hormones du bien-être. Elles peuvent améliorer l'humeur et réduire le stress. Pourquoi ça marche? Le froid pousse l'organisme à s'adapter, activation de la circulation, stimulation autant pour moi hormonale, réaction du système nerveux. Ces mécanismes expliquent les effets physiques et psychologiques. Conseils pratiques. Commencez par quelques secondes d'eau fraîche. Augmentez progressivement la durée. Évitez les expositions brutales ou prolongées. Être vigilant en cas de problème cardiovasculaire. Toujours écouter son corps. C'est une pratique bénéfique surtout pour l'énergie, la circulation et le moral. Mais elle doit rester progressive et adaptée à chaque personne, en particulier après 45 ans. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin qui tourne autour de l'eau froide. Sylvie, que peut-on retenir? Bon, déjà, l'eau froide, c'est bon pour la santé. Ça, surtout après 45 ans, ça permet de booster l'énergie et d'améliorer la circulation sanguine, de booster également le mental. Se doucher avec l'eau froide, Oui. par exemple. Mais parfois, bon, selon les scientifiques de rue, c'est entre griffes, quand on commence à se doucher avec l'eau froide, ça peut faire coaguler le sang. Coaguler le sang, bon. Ça, je crois que je vais mener plus de recherches sur ça parce que je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je ne maîtrise pas encore. D'accord. Et vous, vous l'avez dit, il faut le faire après 45 ans. Comment procéder? Bon, pas forcément après 45 ans, mais après 45 ans, l'organisme a besoin plus d'eau froide en quelque sorte. Et je crois que même aujourd'hui, on se lave beaucoup plus avec l'eau froide. C'est rare de trouver quelqu'un qui va chauffer de l'eau à la douche comme ça. Bon, ici en Afrique, peut-être à l'extérieur, mais c'est normal, la chaleur. Oui, déjà il y a la chaleur, donc nous, notre quotidien. Quand on prend par coup, par exemple, voilà, on ne notre peut pas se quotidien. permettre de chauffer l'eau avec ce qui se passe. Exactement, notre quotidien est rempli d'eau froide déjà, donc je crois que l'eau froide n'a pas forcément un âge fixe, mais après 45 ans, c'est nécessaire pour le corps. D'accord, c'est nécessaire pour le corps. Vous avez déjà 45 ans, vous? Non. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour le passage de ce matin. On se retrouve tout à l'heure, internaute de la télévision, l'artiste du jour avec Vic Mbetou. Artiste, musicien béninois, considéré également comme une légende petit, Miguelito, c'est avec vous, Elvic Mbetou. Bonjour. Bonjour, internaute des télévisions, bonjour. Petit Miguelito, de son vrai nom Ghislain Toforosu François Miguel, est un artiste musicien béninois, né le 22 décembre 1986 à Cotonou. Il évolue principalement dans le registre salsa et rumba. Dès son jeune âge, il est passionné de dessin. Il suit des cours pour se perfectionner, mais né d'un père musicien du nom de Miguelito, il se sent aussi irrésistiblement attiré vers la musique. Jeune, il ressent le besoin de faire de la musique, surtout quand il écoute les disques de son père. Il sait qu'il est fait pour ça et qu'il va exceller en cela. Début avril 2006, sort le premier album de l'artiste. Il est intitulé Du père au fils. Longé, le titre phare de l'album, est sur toutes les lèvres. Inspiré d'une histoire vécue, il y chante le pardon à un être aimé qui veut l'abandonner après 5 années de vie commune. Ce premier album de l'artiste rafle tout sur son passage et se hisse au premier rang des hits au Bénin et s'écoule avec près de 2000 exemplaires. Mais l'artiste en veut plus. Petit Miguelito continue de chanter sur toutes les scènes du Bénin et de la sous-région. Il a à son actif plusieurs albums et singles et avec des collaborations à la clé avec des artistes de renommée internationale. C'est tout pour l'artiste du jour.
Merci à vous, Elvic Ouetoro, pour Petit Miguelito. Quel est votre commentaire sur la carrière de cette légende béninoise? Comme vous l'avez déjà dit 2 fois, c'est une légende qui chante l'amour. Il est en quelque sorte celui qui a permis à d'autres artistes de chanter l'amour, de faire vivre l'amour à d'autres personnes. C'est une légende qui continue toujours de chanter, qui continue toujours de faire aimer sa musique par sa voix, par sa manière de chanter, par sa manière d'attirer vers sa musique. Mais il ne fait pas que de l'amour, il chante aussi des chansons sur la vie, comment se comporter. Comme vous l'avez dit, c'est une légende béninoise. C'est un artiste qui nous a émerveillés, qui nous a bercés pendant qu'on était encore petit. Elvic, quels sont de l'artiste ou quels sont est-ce, si vous voulez, de l'artiste connaissez-vous le mieux? Le mieux, je connais beaucoup de chansons de l'artiste. Il y a la chanson qu'il a chantée, comme je l'ai dit, à un être aimé, celle qui voulait quitter. Julia, il y a, excusez-moi, il y a Lolonien, il y a beaucoup de sons, mais les titres ne viennent pas. C'est petit, oui, il y a ça aussi. Elvic, vous allez fredonner un peu. Non, peut-être pas aujourd'hui. On essaie de ramener le débat à chaque fois, mais essayons. Non, essayons même si c'est parce que je n'ai pas une voix qui peut chanter, une voix qui peut refléter l'artiste. Dommage. Oui, dommage. Merci à vous, Elvic Ouetoro, pour Petit Miguelito. On se retrouve également tout à l'heure, internaute des Arrêts Télévision. À présent, on va suivre. Parlons-en. Désactiver la confirmation de lecture sur WhatsApp, liberté numérique ou impolitesse moderne, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. Et vous également, Elvic Ouetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi Lawan. Alors, désormais, on constate que beaucoup d'entre nous désactivent les messageries, la visibilité des messageries. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Je pense que c'est de l'impolitesse. À vrai dire, c'est de l'impolitesse. Parce que si on laisse même message de côté, c'est comme si quelqu'un te parle et tu l'entends et tu ne lui réponds pas. Tu vois la personne devant toi, la personne te dit telle chose, tu ne lui réponds pas, tu ignores la personne. C'est de l'impolitesse, même pas moderne, c'est de l'impolitesse à un degré assez élevé. C'est de l'impolitesse à un degré assez élevé. Vous, Sylvie Dedeo? Je crois que c'est la liberté numérique. C'est la liberté numérique, c'est mon téléphone, c'est ma connexion, c'est mon WhatsApp, je décide de faire ce que je veux. Sylvie, est-ce que vous, d'un côté, vous ne pensez pas que Elvic a raison? Quand vous décidez de désactiver votre messagerie, on vous parle, on vous adresse un message. Vous voyez bien le message, mais vous décidez de répondre quand vous voulez. Non, au fait, ça n'a rien à voir. Même si ma confirmation de lecture était activée, il faut d'abord que j'entre dans le message d'abord pour pouvoir répondre. Donc, en fait, je crois que tout est une question de priorité, au fait. Si la personne qui a envoyé le message a une certaine importance dans ma vie, à l'instant où le message est envoyé, à l'instant, je réponds en même temps. En fait, ça n'a rien à voir avec la confirmation de lecture. Il y a des personnes, carrément, eux, ils laissent leur confirmation. Genre, ouvert quoi, vous pouvez voir ça. Mais le truc, c'est qu'ils ne répondent même pas au message. Vous savez au fond de vous que ces personnes-là ont envoyé sa marque de trait bleu là. C'est encore pire, c'est plus insultant que même de désactiver ça et ne pas répondre au fait. Elvic Ouetoro, vous, elle a sorti un autre pan du sujet. Elle dit qu'il y a d'autres personnes qui voient, on les connaît bien, hein, il y a d'autres personnes qui voient les messages, mais qui décident de ne pas répondre. Moi, je préfère parler à quelqu'un, la personne me dise oui et ne pas le faire, que quelqu'un qui ne va même pas répondre. Si la personne voit le message, ça donne plus d'assurance. Et ça marque de trait. Tu sais que la personne a vu tôt ou tard, la personne peut faire, mais la personne va te répondre. Mais l'autre, il désactive et il voit et il ne te répond pas. Mais c'est de l'impolitesse, c'est de la malhonnêteté, sérieusement. Et c'est de l'hypocrisie. C'est être malhonnête, ça. Désactiver. Pourquoi au juste? Pour cacher quoi à qui? C'est vrai que ça fait partie des paramètres, des réglages de WhatsApp, mais c'est être malhonnête envers tout. Excusez-moi, mais c'est être malhonnête envers tout le monde, envers tous ceux qui font partie de ton entourage.
Si tu veux utiliser WhatsApp, utilise WhatsApp. On sait que tu utilises WhatsApp. Si tu ne veux pas utiliser, laisse WhatsApp de côté. On va t'appeler directement et c'est mieux. Mais désactiver la confirmation de lecture, les gens t'écrivent, tu vois, tu ne réponds pas, mais tu décides de répondre quand tu veux parce que tu es assez important. Je pense que c'est mais je crois qu'il y a une différence entre désactiver sa confirmation de lecture et ne pas répondre aux messages. En fait, moi je suis quelqu'un, même si la confirmation de lecture était allumée et que bon, je vois que ce que tu dis n'est pas réellement important pour moi, je crois que je ne vais même pas répondre. En fait, ça n'a rien à voir avec le fait de désactiver ou ne pas désactiver au fait. Je crois que bon, on essaie de mélanger les choses. Sylvie, vous le faites si bien, vous désactivez la confirmation de messagerie. Dites-moi, quelles sont vos motivations? Bon, déjà à la base, moi j'ai désactivé ma confirmation de lecture parce qu'on a eu un professeur en 2e année qui, quand il rentre dans la salle, il met le numéro WhatsApp de tout le monde pour voir si on était en ligne au fait. Et si quelqu'un était connecté dans la salle, il chassait la personne de la salle. C'est de là que ça m'est venu. Et depuis ce jour-là, ça fait déjà bientôt 2 ans passés. Je me disais que j'allais désactiver jusqu'à, j'oublie quoi. C'est devenu juste une habitude comme ça. Alors qu'à la base, moi, je ne voyais même pas l'importance de désactiver la confirmation de lecture. Vous ne voyez pas l'importance de désactiver la confirmation de lecture. Aujourd'hui, on ne sait pas d'où le bonheur viendra. Surtout quand on est jeune, on ne sait pas qui va nous écrire. Qui nous écrit ou qui va nous proposer un service qui nous fera peut-être du bien. Mais le fait de désactiver la confirmation de lecture, ça peut énerver. Déjà, ça énerve beaucoup de personnes. Est-ce que vous ne pensez pas également que c'est exagéré? Parce que c'est, comme je l'ai dit déjà à l'entame, c'est mon téléphone, c'est ma connexion, je fais ce que je veux avec. C'est votre téléphone, c'est votre connexion, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas menti, ça m'énerve. La majorité des personnes avec qui moi j'écris et ils désactivent, s'ils constatent bien, de la même manière, moi je leur réponds quand je veux. Parce que c'est considéré comme... parce que pour moi, c'est de l'irrespect. De l'irrespect d'être connecté, tu es connecté, on t'écrit, au lieu de répondre directement, tu désactives ta confirmation de lecture et tu ne réponds pas. Je l'ai dit, si tu vois le message, ça marque 2 traits. Et les 2 traits bleus, bien sûr, 2 traits bleus. Et la personne confirme, tu ne réponds pas. La personne peut se dire que peut-être il est occupé, peut-être il a tel ou tel, cette personne n'a pas répondu. Mais ne pas activer la confirmation de lecture, ça m'énerve. C'est comme si le message ne passe pas. La communication, normalement, oui, c'est l'interaction. Oui, vous savez que même si votre confirmation de lecture n'est pas désactivée, que vous n'entrez pas vous-même dans le message, ça ne marquera pas les 2 traits bleus. Ça ne marquera pas. Ça ne marquera pas les 2 traits, mais on connaît cette personne déjà comme une personne qui a désactivé sa confirmation de lecture. Moi, je ne vais pas mentir. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait ça. Je crie avec vous aussi, vous l'avez fait. Je connais aussi d'autres personnes. Mais je ne les écris plus. À un moment donné, j'ai arrêté de les écrire parce que c'est de l'impolitesse pour moi. C'est comme de l'irrespect. C'est comme tu ne considérais pas la personne. Encore tu te dis que oui, tu considères la personne et je t'aide d'importance à la personne. Mais c'est bizarre. Moi, j'aime même dire à certaines personnes, moi, j'ai dit à certaines personnes d'activer ça. Ils ont activé, après ils ont désactivé. Mais moi, je les écris plus. On va écouter. Je crois qu'on peut parler de manque de respect envers une personne quand il n'y a que la discussion de la personne qui soit, au fait, au niveau de la discussion de la personne, la messagerie là, est désactivée au fait. Mais comment nous saura? Ce n'est pas un message éphémère. Si c'était même un message éphémère où après 24 ça fait 10 ans, on peut comprendre, on peut prendre ça même comme un manque de respect. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est le contact entier au fait, tous ceux avec qui j'écris sur WhatsApp. Mais les autres n'ont pas trouvé d'inconvénient en quelque sorte. Alors que j'ai des milliers de contacts. Sylvie, on va se calmer un peu avec Elvic Ngotowo. Est-ce que vous savez que quand vous désactivez votre messagerie, comme vous l'avez dit, ça change la façon de communiquer avec vous? Moi, je ne vois aucune différence. Bien sûr, je pense qu'il y a un impact que vous ne voyez pas tout de suite. Quand moi, par exemple, je vous écris et je constate que vous êtes en ligne. Je sais que vous êtes là, vous êtes en ligne, vous appuyez votre téléphone et j'essaie de vous écrire, de vous balancer un message et vous ne me répondez pas parce que vous avez désactivé votre confirmation de lecture. J'ai l'impression que c'est plus que manquer de respect. Je crois que ce n'est pas parce qu'on est en ligne, forcément qu'on est en capacité de répondre à un message ou bien qu'on est dans l'application WhatsApp directement. Mais ça ne montre même pas que vous êtes en ligne. Ça ne montre pas que vous avez lu le message. Non, ça ne montre pas que la communication passe. Si vous regardez très bien, quand la confirmation de lecture est désactivée, quand la personne est connectée, ça marque les 2 traits. La seule différence, c'est que quand la personne lira le message, vous ne saurez pas c'est tout. Sinon, ça marque les 2 traits exactement. Et c'est ça le problème.
Ça te montre que la personne est connectée. Mais la personne peut bien avoir la connexion. La semaine dernière, moi, j'étais à côté d'un ami qui a pris son téléphone. Et c'est audio-là commence en même temps. Que si tu ne rallumes pas la confirmation de lecture, ne me crie plus. Moi, j'aime pas ça. Il disait ça directement. La personne, elle a dit, ah, c'est quoi? Elle a dit, ah, c'est une amie, elle a désactivé ça et elle m'écrit et elle se plaint du fait que je ne réponds pas. Mais je trouve raison la personne. Si tu désactives ta confirmation de lecture, ne te plains pas que la personne ne te répond pas. C'est toi, tu as désactivé, la personne ne sait pas si tu lis le message ou pas, et c'est toi, tu te plains du fait que la personne ne te répond pas. Non, mais la personne te rend l'appareil, c'est ce que tu l'as fait et il te rend. Je ne trouve pas d'inconvénient à s'énerver lorsque quelqu'un ne vous répond pas, sachant bien que c'est vous avez désactivé. Il y a d'autres motivations qu'on ne voit pas, il y a d'autres avantages du fait de désactiver les messageries en ligne qu'on ne voit pas tout de suite. Par exemple, si vous vous faites harceler par quelqu'un, quand je dis harceler, c'est qu'il vous envoie des messages tout le temps. Vous pouvez essayer de désactiver et ça montre que vous n'êtes pas en ligne. Alors cette personne va commencer à prendre du recul. Ou peut-être, il y a beaucoup de situations où peut-être vous avez des dettes. Vous ne voulez pas payer le créancier, donc vous essayez de désactiver votre messagerie en ligne. Autant de choses qu'on fait. Et ça peut aller dans... C'est peut-être pour votre avantage. En fait, ce n'est pas une raison de désactiver parce que je suppose que vous faites statut presque tout le temps. Bon, je prends même l'exemple pour c'est comme le propriétaire vient et tout le temps, vous êtes dans la chambre, mais vous faites comme si vous n'étiez pas là. C'est exactement ce qui se passe en ligne. Mais en fait, le créancier en question saura si vous êtes connecté ou pas. En fait, tant que vous êtes connecté sur WhatsApp, que vous désactiviez votre messagerie ou pas, ça marquera un détrait, ça montrera que vous êtes en ligne. Donc la personne en question n'est pas un enfant. La personne saura directement que en fait, vous ne voulez pas rembourser, mais vous ne voulez pas répondre au message en fait. D'accord. Elvic, on est déjà presque à la fin. Je vois le signe déjà de la régie. Dites-moi, quels sont vos mots faut que vos mots, en tout cas, restez vous-même et adressez vos propos à l'endroit de ceux-là qui désactivent les messageries en ligne. Excusez-moi, mais ce n'est pas de l'insulte, mais ceux qui font ça, c'est des malhonnêtes, des hypocrites et des infidèles. Sérieusement, c'est de l'irrespect de désactiver la confirmation de lecture, sachant bien que la personne tient à toi. L'infidélité. Oui, c'est les infidèles qui font ça, c'est les infidèles, les hypocrites, les malhonnêtes. Sachant bien que telle personne t'écrit, tu vois le message, tu ne lui réponds pas. Tu tries pour écrire à telle ou telle personne. Je pense que vous devez prendre conscience et activer vos confirmations de lecture. Peut-être dans un autre contexte, c'est peut-être la liberté numérique, comme Sylvie l'a dit. Peut-être dans un contexte, je lui accorde ça. Mais pour moi, c'est malhonnête. Surtout que vous n'êtes même pas encore directeur d'entreprise, vous ne dirigez pas encore une société, vous vous permettez de désactiver votre... pas président de la République. Non, je parle de ceux-là qui désactivent. Oui, vous n'êtes même pas encore important et vous vous permettez de désactiver. Sylvie, maintenant on vous écoute. Bon, je crois que désactiver et ça, messagerie, la confirmation de lecture, en fait, je crois qu'il n'y a pas un réel problème là. Parce que si vous avez une certaine importance pour quelqu'un, peu importe l'heure à laquelle vous envoyez le message, tant que la personne est connectée, la personne répondra à l'instant au fait. Donc que la discussion soit désactivée ou pas, je crois que c'est une question d'importance au fait. Voilà. Une dernière question pour vous, Sylvie, avant de boucler. Vous êtes dans une relation amoureuse avec Elvic, par exemple, et Elvic, il désactive sa confirmation de lecture. Et lui, c'est comme ça tout le temps. Donc quand vous lui écrivez le matin, Elvic vous répond à 22h à chaque fois. Bon, je ne vois pas où est le problème quand il désactive sa discussion. Maintenant, le vrai problème, c'est l'heure à laquelle il répond en fait. C'est l'heure à laquelle il répond. Mais s'il désactive sa discussion, ça veut dire qu'il n'est pas en ligne depuis le matin. On est d'accord si je suis votre si la personne est en ligne, ça marque les deux traits. Et je crois que dans une relation, il y a un certain respect qu'on accorde l'un à l'autre. S'il est occupé, il peut m'envoyer un message et me dire « je suis occupé », on s'écrit après. Là, il n'y a aucun problème. Pourquoi vous ne dites pas que pour éviter tout ça, il ne faut pas désactiver sa confirmation de lecture quand on est occupé? Mais en fait, désactiver la confirmation n'est pas le problème. Elle peut bien ne pas désactiver, ne pas me répondre jusqu'au soir. C'est bien possible. Non, d'accord. C'est un autre débat. Je ne veux pas aller sur ce plan-là parce que le temps ne nous permet plus de continuer. Elvic, merci à vous d'avoir pris part à ce panel. Sylvie également. Merci à vous. Continuez de désactiver les messageries. L'internaute 2AE Télévision et vous, quel est votre avis? Donnez vos avis dans les commentaires. Nous sommes à la fin de l'émission matinale de ce jour. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout et à demain pour un nouveau numéro.